En fait, on a donné à nos enfants, à toute une génération, un outil très puissant sans mode d'emploi. On a eu une sorte de naïveté dont on paye un peu les pots cassés aujourd'hui. Quand un adolescent s'inscrit avec déjà des problèmes de santé mentale et va chercher ce genre de sujet, il est vite pris dans les algorithmes et en fait, très vite, on lui propose des vidéos qui vont renforcer justement ces problématiques-là. Le problème que vous aviez évoqué, sorte d'addiction aux notes, c'est réel. On a des élèves qui consultent de manière compulsive l'affichage des notes sur leurs ENT pour vérifier s'il n'y a pas une nouvelle note qui a été ajoutée, si ça a changé la moyenne, etc. La stratégie actuelle du numérique dans l'éducation nationale est centrée sur l'outil, mais pas sur les usagers. Je pense qu'il faut une campagne de prévention, mais nationale, comme on a eu au Covid. En fait, ça marche très bien. On sait maintenant les gestes barrières, on les connaît tous. Enfin, demandez à vos enfants, ils se rappellent. Mais le fait de couper cette connexion permanente à Internet, c'est libérateur. Et je pense que ça, il faut qu'on le dise aussi en tant qu'adultes. Alors lui, géant martial, 6,40 de moyenne, niveau E, tout le monde est d'accord. Mais c'est vrai qu'il a des difficultés. Et en histoire? Qui connaît 2 dates? Marignan 1515 et la Révolution française, en mai 68. Ce que je mets aux parents. Oh, pour celui-là, plus rien à faire. Vous n'avez qu'à dire aux parents d'en faire un autre. French Tech, esprit critique pour tech éthique. French Tech, bienvenue à toi, et puis à toi aussi, tiens, dans ce nouvel épisode de French Tech. Cyril Chaudois pour vous servir. Allez, mes petits amis, c'est l'heure de vous rendre les copies. Mick Lévy, 16 sur 20, bravo mon petit Mick. Vous avez bien travaillé cette fois. Et bonjour à tous au fait. Vous voyez quand on s'applique hein. Thibaut Leman. Thibaut. 10 sur 20, ChatGPT, passé par là, n'est-ce pas? Cette prose, c'est la vôtre qui m'intéresse, mon jeune ami. Sur des petits carreaux, pas celle d'un robot. Mais pourquoi c'est toujours moi qui prends dans les épisodes? Salut à vous, salut à tous. Tu fais avec ChatGPT, il faut assumer. Rien ne va plus dans l'école de la République. Alors moi j'imagine Jules Ferry apprenant que les jeunes d'aujourd'hui s'en remettent plus au hashtag BookTok sur TikTok qu'à leur prof de lettres pour savoir quoi lire entre deux snaps. Et encore, ça c'est pour ceux qui lisent encore, parce qu'en France, les 16-19 ans passeraient en moyenne chaque jour 5h10 sur un écran, et tenez-vous bien, 12 minutes sur un livre. Attention, je parle de loisirs là. Mais à l'école aussi, les écrans se sont imposés ces dernières années et depuis la présidence de François Hollande. Et le bilan est pour le moins controversé. Alors si votre enfant connaît quelques difficultés en classe, attendez un peu avant d'en faire un autre, comme le suggère l'extrait que nous venons d'entendre, tiré du film Prof en 1987. Attendez, disons, au moins la fin de cet épisode avec notre invitée Agnès Fabre. Agnès est non seulement maman de 4 enfants, mais aussi prof de français et de latin au collège et au lycée depuis 2017, donc quasiment pile poil au moment où les tablettes et les ordinateurs ont déferlé dans les classes. C'est peut-être ce qui l'a poussé en janvier 2024 à cofonder le collectif Éducation numérique raisonnée, qui regroupe enseignants et personnels de direction de la maternelle à l'enseignement supérieur pour lutter contre la surexposition des enfants et des adolescents aux écrans. Elle nous en dira plus sur son parcours dans quelques secondes. Avec Agnès, nous allons tenter de voir quel rôle l'école doit jouer dans l'éducation au numérique de notre jeunesse. Doit-elle faciliter l'usage ou au contraire en atténuer les effets? Nous commencerons donc par questionner les dangers invisibles de l'hyperconnexion des jeunes sur leur santé. Puis nous nous demanderons si l'école n'est pas, malgré elle, un cheval de Troie dans cette numérisation à outrance, pour enfin questionner sa place dans l'éducation à un numérique raisonné. Dans cet épisode, nous vous proposons 2 récréations. Préparez vos goûters et prévenez les copains parce qu'on va écouter la tech entre les lignes de Louis de Diesbach et un moment d'égarement de Laurent Guérin. Et là, je peux vous dire, c'est vraiment la récré, les gars. Et dans moins d'1 heure maintenant, nous débrieferons juste entre vous et nous des idées clés partagées avec Agnès dans cet épisode. Alors restez bien jusqu'au bout. C'est l'heure d'accueillir notre invitée. Bonjour Agnès. Bonjour. Salut Bonjour Agnès. Agnès, il est traditionnel de se tutoyer dans cette émission, ça te va? Très bien. T'as pas la pression. Parfait pour moi. Parfait. Alors c'est parti pour notre grand entretien. On est bien dans French Tech et ça démarre maintenant. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Bon Agnès, il y a un truc qui est moins traditionnel quand même, il faut le préciser, c'est que tu es avec nous dans le studio. Ça devrait être traditionnel. Tu es quand même venu de Paris pour enregistrer cet épisode avec nous. Je pense que ça, on peut faire un petit you en vendredi, effet.
Un vendredi, ça prouve que les profs ne travaillent pas le vendredi. Voilà. Ça, on le dirait. Et toi non plus, du coup. Ah bah, et toi, écoute, bon, bref, ça va rester entre nous. Alors, Agnès, moi, je veux comprendre, finalement, qu'est-ce qui t'a amené là ? Quel est ton parcours ? Pourquoi tu t'es dit, il faut absolument se soucier de ce sujet-là ? Comment t'y arrives ? C'est quoi ton parcours ? Alors d'abord, moi, j'ai pas toujours été prof. J'ai commencé par travailler en entreprise. J'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé en marketing surtout quelques années. D'accord. Et à l'année... Assez éloigné. Assez éloigné, du milieu mais de l'enseignement. assez proche du numérique finalement. Ouais. Et à la naissance de ma deuxième enfant, j'ai voulu me reconvertir professionnellement, comme beaucoup en fait, à une trentaine d'années. J'aimais beaucoup ce que je faisais en entreprise, mais je voulais un métier qui ait encore plus de sens. Je voulais passer plus de temps avec mes enfants, du temps de qualité. Et puis je voulais passer plus de temps pour lire, pour me stimuler intellectuellement, un peu égoïstement en fait, de faire un métier qui m'apporte quelque chose sur le plan personnel par la lecture. Et ce que je retrouve complètement en préparant mes cours, c'est une des parties que j'adore dans mon métier. Et en fait, je me suis rendu compte que en parallèle, ma vie était absorbée par une sorte d'emprise du numérique, de mon smartphone en fait, où je passais finalement très peu de temps à lire. Je passais beaucoup de temps à scroller sur mon téléphone. Ouais. Et le temps que je passais avec mes enfants, c'était pas toujours un temps de qualité parce que j'étais justement inspirée par les notifications, par l'envie de toujours voir ce qui se passe, de communiquer avec l'extérieur. Et j'ai pris conscience d'un vrai problème qui d'abord, je pense, est un problème de société, mais des adultes, avant de le voir chez mes élèves. C'est-à-dire, tu peux juste préciser le fond de ta pensée, un problème d'adulte avant d'être un problème d'enfant et d'élève. Je pense que je reconnais, j'étais accro à mon smartphone en fait. Ouais, on ne montre pas le bon exemple quoi. Non, et j'ai essayé de me soigner, j'ai essayé plein de choses, de couper les notifications, de mettre des filtres noir et blanc, de me forcer à le laisser dans une pièce. Je me suis acheté une petite boîte pour le... Ouais. Et en fait, je reconnais le besoin de communiquer avec l'extérieur, le système de récompense activé par la vérification des messages, le numérique, était plus fort que moi et créait une sorte de mal-être en fait pour moi. Et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule. Il suffit de prendre le métro ou le train pour voir tout le monde sur son smartphone. C'est ce que les anglo-saxons appellent le FOMO, le Fear of Missing Out. C'est-à-dire que tu as vraiment peur de rater une notif, un like sur un post. C'est vraiment la notion de récompense. Ça vient activer quelque chose dans le cerveau. Et toi, tu l'as ressenti, tu l'as vécu, et c'est ce qui t'a poussé à te dire là, stop, il faut que je fasse quelque chose. Une forme d'emprise en fait, une manière en fait de plus être libre, d'ailleurs de plus avoir de temps libre, de temps gratuit où tu fais rien dans la rue, où en effet tu utilises tout le temps ton temps à quelque chose et ça a des effets très positifs, mais à côté de ça, tu n'as plus de liberté, de carte blanche qui sont, je pense, très très importants, notamment pour les jeunes, pour la créativité et l'imagination. Et donc en parallèle, je suis arrivée avec un peu de recul, prof. J'ai découvert des classes d'ados à plus d'une trentaine d'années. Et là, j'ai découvert en effet que cette génération que j'avais devant moi n'avait pas du tout eu la même enfance et la même adolescence que moi. Parce qu'ils ont vécu depuis le plus jeune âge avec cet outil extrêmement séduisant et extrêmement addictif qui est tout le temps avec eux, qui est tout le temps une sorte de porte ouverte vers un monde infini, des horizons passionnants, mais du coup, en fait, finalement, qui les enferment. Et là, ce sont des ados qui ont à peu près quel âge ? Pardon, c'est quelle classe ? Alors, moi, j'ai les deux. J'ai le collège et le lycée. Et en fait, en parallèle de cette impression de se dire, en fait, on a donné à nos enfants, à toute une génération, un outil très puissant, sans mode d'emploi. On a eu une sorte de naïveté dont on paye un peu les pots cassés aujourd'hui. Aujourd'hui, on montre les conséquences, les problèmes, on y reviendra tout à l'heure, de l'hyperconnexion des jeunes. Et j'ai eu le sentiment qu'à l'éducation nationale, à l'école, on était en train d'avoir la même naïveté, le même enthousiasme avec le numérique non plus récréatif, mais numérique éducatif, en introduisant des tablettes et en numérisant de manière accélérée l'école. Ouais, du coup, tu as eu une espèce de double prise de conscience, finalement, en tant que mère, par le miroir de ton propre comportement vis-à-vis du smartphone. Exactement. En fait, c'est ça. Et puis, en plus, de le voir à l'école. Alors, en tant que parent, on le vit pour beaucoup, effectivement, mais c'est vrai qu'à l'école, c'est un peu plus troublant. Je suis tombé sur un tweet cette semaine que je ne résiste pas à vous partager, qui m'a fait mourir de rire. Donc, c'est manifestement une maîtresse Amy. On lui passe le coucou, d'ailleurs. On la taguera là-dessus. Ouais, sur Twitter, hein, c'est ça ? Sur X. Ouais, sur X. Ok, pardon, j'ai un train de retard. Désolé. Qui nous dit donc qu'elle reporte donc un père au début de rendez-vous parent-prof avec son fils. Et le père qui dit, je peux enregistrer avec le téléphone ? Comme ça, je mets dans une IA qui me résume tout et puis j'ai rien pour écrire, donc au moins je pourrais avoir des notes comme celle-là. Et là, la maîtresse, un peu désarçonnée certainement, de répondre, nous sommes dans une école, je vais vous chercher une feuille et un stylo. Non mais sérieux. C'est des scènes que tu vis un peu quotidien, ça, finalement, dans ce rapport
qu'il y a entre le numérique et l'école ? Alors, je sais pas, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, je pense que quand on parle de sujet, il faut qu'on ait conscience que nous, adultes, on a un problème à ce niveau-là, de distance par rapport à l'outil numérique. Et en tant que parent aussi, je le vois moi avec les groupes WhatsApp par exemple pour les classes de mes enfants, des parents qui ne supportent pas de se dire que en CE1 on peut ne pas avoir fait l'exercice de grammaire pour le lendemain. En fait, ça n'a aucune importance, mais on va en fait activer des notifications et déranger 30 personnes voire 60 pour avoir le bon, quand on a oublié un cahier, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une responsabilité de lâcher prise en fait, de prendre du recul par rapport au numérique pour se concentrer sur l'essentiel. Alors, on va juste revenir quand même dans cette séquence qui nous intéresse. On a bien compris ton parcours. Tu nous as expliqué d'ailleurs que dans ton parcours, toi-même, tu avais ressenti une forme de mal-être à un moment donné. C'est important qu'on se pose la question suivante. C'est quoi concrètement les effets de l'hyperconnexion sur les enfants et sur les adolescents ? J'imagine que tu es archi-documenté. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets, éventuellement des chiffres, sur l'impact que ça a sur leur santé physique et mentale. Bien sûr, c'est le fond du problème. Alors là, je vais parler à la fois de mon expérience personnelle, mais aussi en tant que cofondatrice du collectif dont tu parlais tout à l'heure, Éducation numérique raisonnée, qui regroupe des profs de la maternelle à l'université, et puis des personnels de direction, des proviseurs, des chefs d'établissement. Et en fait, ce qui nous a permis de recueillir beaucoup de témoignages très variés. On est du public et du privé. On est un peu partout en France. On enseigne soit dans des milieux très urbains ou alors ruraux. Et ce qui est intéressant, c'est que notre constat se rejoint en fait. Donc, quel que soit le milieu social et quel que soit l'endroit géographique. Il y a plusieurs niveaux. D'abord au niveau de la santé physique de nos enfants. Et en fait, surtout ce que je vais vous dire, je m'appuie sur le rapport enfant et écran qui a été remis à l'Élysée le 30 avril dernier par la commission d'experts nommée par le président de la République. Pour vous qui nous écoutez, le 30 avril dernier, c'est le 30 avril 2024. Si vous nous écoutez en 2025, ne soyez pas inquiets si vous écoutez ça en mars. Quoi. Et si on nous écoute en c'est pareil, c'est un petit exactement. Il aura progressé depuis, rassurez-vous. Pour l'INA, voilà. Donc ce rapport est accessible sur le site de l'Élysée et a le mérite d'avoir compilé énormément d'études sur le sujet et représente un consensus scientifique. Donc c'est là-dessus que je m'appuie. D'abord, il y a une question de sommeil. On a vu le lien entre les écrans et le sommeil des adolescents parce que en grande majorité, ils gardent un écran, ils dorment avec un écran dans leur chambre, ce qui les incite à activer, à les regarder tard le soir, et ce qui perturbe fortement leur cycle de sommeil à cause de la lumière bleue, à cause de toute une série d'effets. Et pour vous donner un chiffre, on a aujourd'hui 40% des 15 ans qui sont en déficit de 2 heures de sommeil en semaine. C'est énorme. Quand on sait que le sommeil a des répercussions évidemment sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale, sur le bien-être des enfants. Donc pour moi, c'est peut-être la première chose, le premier angle clé. Faisons une toute petite pause là-dessus, parce que là, tu parles à mon cœur. J'ai une fille, 15 ans. Je lutte avec elle, je lui coupe le portable à 21h, avec obligation de se coucher à 22h et donc d'avoir 1 heure sans portable. C'est bien, c'est suffisant. Ah, bravo, Kezia, si tu m'entends, je vais te faire voir cet épisode. Elle te remerciera, j'espère. Plus tard, beaucoup plus tard. C'est raisonnable, ça ? C'est le genre de règle sur lequel il faut recommandé. Aller. C'est recommandé, évidemment. Mais 21h, moi je me dis même que c'est trop tard. Mais j'ai peur de me faire assassiner par ma propre fille si je fais plus tôt. Donc je sais pas, c'est quoi il faut aller où ? Bienvenue dans les maternelles, on a changé d'émission. Donc alors... Non, j'en profite, attends, on n'a pas tous les jours. On y reviendra, c'est un vrai dilemme de parents aussi. C'est sûr, il y a l'heure du coucher, mais surtout ce que nous dit Agnès, c'est que le smartphone dans la chambre, c'est pas une bonne idée parce qu'effectivement, tu es tenté quand tu es ado de regarder ton téléphone et on sait que la lumière bleue fait que le cerveau interprète ça comme la lumière du jour et donc il a plus de mal à s'endormir. Et donc, le téléphone, la nuit, à côté sur la table de chevet, même si ça sert de réveil le lendemain matin, c'est pas une super idée. Donc il y a un problème de sommeil. Il y a un problème de sommeil. Ensuite, il y a un problème que j'ai découvert, c'est un problème de vision. Enfin, je l'avais en tête, mais je pense qu'on le dit pas assez, que l'exposition prolongée aux écrans est un facteur aggravant pour la myopie et puis pour beaucoup de pathologies en fait de l'œil qui sont associées. Ah oui. Et en fait, on a des témoignages aussi de parents d'élèves qui nous ont fait part de myopie accélérée de leurs enfants suite à l'arrivée de tablettes à l'école, alors qu'il n'y avait pas d'antécédents dans la famille, etc. On le dit pas. Je pense que c'est important de le dire. Ensuite, il y a tout le problème de sédentarité. Où on sait qu'en fait, passer trop de temps sur un écran, notamment sur le smartphone, ça va causer des problèmes physiques d'alimentation, d'obésité, ensuite des problèmes cardiaques, une sorte de bombe à retardement pour nos enfants pour plus tard. On ne voit pas tout à fait tout de suite les effets. Exactement, à plus long terme. Et alors, à plus court terme, on voit les effets sur l'attention, où il a été prouvé que les écrans stimulent l'attention
endogène, donc celle qui est l'attention rapide, le fait que vous voyez les images, les sons défiler, que vous êtes capté en fait par cette attention très stimulante, et en contraire qui aurait des effets négatifs sur l'attention exogène, qui au contraire a besoin d'être travaillée, qui est l'attention dans le long terme, la concentration en fait qu'on doit attendre à l'école. C'est-à-dire que quand on est habitué à swiper parce qu'on est sur Snap, sur Insta, sur TikTok, ce genre de choses, on passe d'une information à l'autre. C'est le fameux contenu snackable. Tu as fait du marketing. Voilà, c'est ces petits contenus rapides à consommer. Les marketeurs qui nous écoutent se régalent. Ouais, exactement. Bisous à vous les gars. Et du coup, ça, on est hyper concentré. On est capable sur quelques secondes d'être super concentré. En revanche, quand il faut se concentrer sur 1 heure de réflexion parce qu'il faut lire un texte, il faut l'analyser, etc. Là, il n'y a plus personne. C'est beaucoup plus difficile, exactement. Ce que tu es en train de dire là, c'est que au fait, les effets qu'on est en train d'observer sur les enfants, ce sont les effets qu'on observait déjà chez l'adulte quand on avait les smartphones entre les mains, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, sachant que le cerveau de l'enfant, enfin le cerveau de l'adolescent atteint sa maturation à 25 ans, il me semble, ce que disent les scientifiques, donc il est beaucoup plus malléable et beaucoup plus, fragile. Et devrait être plus préservé. Évidemment, plus l'enfant est jeune, plus il est sensible, perméable à ces agressions extérieures. Un autre effet, évidemment, c'est la santé mentale. Ça, on en parle beaucoup, mais c'est important. Et puis, ensuite, il y a toutes les problématiques liées au contenu, évidemment. L'accès à la pornographie. Alors attends, on va y aller sur les risques, effectivement. Mais juste la santé mentale, parce qu'on en parle beaucoup, mais quand même, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur... quels sont les problèmes liés à l'hyperconnexion en matière de santé mentale ? Ça donne quoi exactement ? C'est quoi le sujet ? Alors, moi, j'ai été très marquée par la lecture du livre de Jonathan Haidt, Anxious Generation, Génération anxieuse, qui est sorti en avril 2024, il me semble. Et Agnès n'est pas prof d'anglais. Je précise au passage. Admirez mon accent. Mais elle a travaillé dans le marketing. C'est ça. Donc marqué par ce livre, ouais. Et qui montre, dont la thèse est de dire en fait les chiffres de santé mentale, le déclin de la santé mentale des adolescents est évident un peu partout dans le monde. Depuis les années 2020-2021, on a cru à un moment que c'était le Covid et en fait ça n'arrête pas de s'accélérer, de chuter encore plus. Sa thèse c'est de dire en fait la génération Z, celle des adolescents que j'ai aujourd'hui dans mes classes, est victime d'un décalage entre la surprotection dans le monde réel, où en fait enfants, leurs parents les ont laissés rien faire, ils se promènent pas seuls dans la rue, ils sont en fait, vous avez les aires de jeu qui sont rebondissantes pour que l'enfant puisse pas se faire mal. En fait, l'enfant ne peut pas faire d'expérience dans la vraie vie pour apprendre, qui lui permettent d'apprendre. En revanche, le décalage entre surprotection dans le monde réel et sous-protection dans le monde virtuel, où on leur donne accès à tout sans aucune barrière, sans aucune limite. Et la différence, c'est que les expériences qu'ils font dans le monde virtuel ne leur apprennent rien, en fait. Ils sont victimes des... Et donc les conséquences psychologiques, c'est quoi ? C'est de la dépression ? Ça se traduit par quoi ? Oui, l'anxiété d'abord, dépression, et puis on a... on a de plus en plus de pensées suicidaires chez les jeunes, même d'actes de automutilation. Oui, alors voilà, je voulais t'amener sur ce terrain-là parce que ça fait quelques fois qu'on l'évoque. Ça a été appelé la Snapchat dysmorphia, mais on peut aussi l'appliquer à Instagram. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes, très jeunes, surtout chez les jeunes filles, qui vont jusqu'à se mutiler ou, pour le coup, aller à vraiment faire de la chirurgie esthétique pour ressembler aux influenceuses ou pour ressembler à cette vie rêvée qu'on voit très filtrée finalement sur Instagram. Donc les problèmes psychologiques vont jusque-là. Moi j'ai quand même une question dans tout ça. Est-ce qu'on est capable de vraiment isoler le facteur Internet, le facteur réseaux sociaux de la société dans laquelle on vit ? Parce que les jeunes soient de plus en plus anxieux et dépressifs, entre le changement climatique, les déséquilibres géopolitiques auxquels on assiste, la crise sanitaire, et effectivement depuis au moins 2007 avec Facebook, parce que rappelons que Facebook, non c'était 2004 Facebook, les réseaux sociaux, mais comment on isole ce facteur ? C'est intéressant ce que tu dis. Moi je pense que c'est pas, en effet tous nos mots ne viennent pas du numérique, mais ils sont amplifiés par le numérique, et ça c'est certain. Et ce que tu disais sur la question du rapport à l'image et la manière dont les réseaux sociaux entretiennent les jeunes dans un cercle vicieux en fait, qui leur donne une mauvaise image d'eux et un mal-être profond, ça a été prouvé scientifiquement. Je pense à l'étude de Amnesty International sur TikTok qui montre que quand un adolescent s'inscrit avec déjà des problèmes de santé mentale et va chercher ce genre de sujet, il est vite pris dans les algorithmes et en fait très vite on lui propose des vidéos qui vont renforcer justement ces problèmes. Il y a eu un procès aux États-Unis sur Meta sur ce sujet-là. Ouais.
Et d'ailleurs, là, tout récemment, on est en train d'enregistrer cette émission. On va vous dire, on va vous révéler vraiment l'arrière-cuisine de Trench Tech. On est en train d'enregistrer cette émission. On est le 27 septembre. Et alors, cette semaine, toujours 2024, un peu avant, 2024, oui. Évidemment, le 10 septembre, plus précisément, le Premier ministre australien, qui s'appelle Anthony Albanese, je ne sais pas comment on prononce, peu importe, veut faire adopter une loi pour bloquer l'accès à Facebook, Instagram et TikTok et Snapchat aux enfants de moins de 16 ans ou de moins de 14 ans. C'est à géométrie variable selon le type de plateforme. Cette même semaine où on enregistre, Instagram vient de lancer les comptes ados pour les moins de 16 ans avec un certain nombre de critères, ou en tout cas de features, c'est-à-dire que ça va basculer automatiquement tous ceux qui ont moins de 16 ans sur un compte ado, avec des paramètres qui étaient jusque-là optionnels et qui deviennent obligatoires, avec notamment des mesures comme les comptes passent d'office en compte privé, ils sont plus contactables par des adultes qu'ils ne connaissent pas, etc. Il y a énormément de mesures. Donc on voit qu'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, on a voté il y a quelques temps, il y a peut-être un an ou deux, la majorité numérique à 15 ans pour éviter justement, pour dire à partir de 15 ans, vous avez le droit d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Bon, bref, politiquement, on voit qu'il commence à se passer des choses et que ça a même un impact sur les plateformes en tant que telles. Du coup, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce que le combat que tu mènes, entre autres, est en cours de victoire, je dirais, ou qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je l'espère, je pense qu'on va dans le bon sens, mais il faut évidemment que la loi puisse être respectée, c'est-à-dire la loi sur la majorité numérique. On sait que tous les adolescents ont un compte Insta, TikTok bien avant. Parce qu'ils mentent. C'est que déjà qu'on a du mal à faire respecter la majorité pour les sites pornographiques. Je vois pas comment est-ce qu'on va y arriver avec les sites réseaux sociaux. Là, de base, effectivement, Instagram propose donc des comptes ados, comme je disais. Si tu te déclares, toi, effectivement, comme étant né à une date qui fait que t'as moins de 16 ans, d'emblée, boum, t'es compte ado. Mais effectivement, tu peux toujours mentir. Le problème, c'est que les adolescents ne se déclarent pas à l'âge qu'ils sont censés avoir, en fait. Oh, Kezia, je vais checker ça ce soir en rentrant. Est-ce que tu as mis ton vrai âge dans Insta ? Attention, juste papa est là. Pour conclure cette séquence, j'aimerais qu'on parle ensemble de ce qui semble être un mythe, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. On dit toujours, regarder le temps d'écran des ados, c'est une chose, mais ça va s'ils font des choses sociales, finalement, c'est ce que je me dis, parce qu'ils parlent avec leurs potes, c'est ce qu'ils font sur Snapchat, parce qu'ils s'appellent. Ça me rappelle quand moi-même, je bloquais la ligne de téléphone de mes parents qui me criaient dessus, arrête d'appeler, libère la ligne. Bref, est-ce que c'est un mythe ou est-ce qu'effectivement, en plus du temps d'écran, il faut regarder qu'est-ce qui en est fait ? Non, je pense que c'est intéressant cette question temps d'écran et usage, parce qu'en fait le temps que passent les ados sur les écrans pour un usage récréatif, il est rarement bon, stimulant. À nouveau, moi je dis souvent mes élèves, ils sont pas sur leurs écrans pour lire Proust sur Wikisource, et pourtant c'est possible, ils pourraient y passer des heures. Donc ne soyons pas naïfs. Ils sont pas sur Wikisource. Ne soyons pas naïfs. En fait, il y a une question de temps volé, en fait. C'est que tout le temps qu'on passe sur un écran, on le passe pas à faire autre chose, et ça qui me semble être le plus important, c'est un temps qui est volé à la lecture, qui est volé à l'ennui et à la créativité, à ce temps libre, en fait. C'est très joli. Ce qui est joli, c'est que vous êtes toujours plus nombreux à vouloir nous aider à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Malheureusement, les dons d'argent, d'or et de pétrole ne sont toujours pas possibles. Seulement les dons de clics, d'abonnements pour participer à faire grandir cette communauté de Trench Tech, ou des étoiles pour donner une super note au podcast. Je rappelle que ces dons sont défiscalisables à hauteur de 143%. C'est le dernier épisode d'une saison 3 encore plus riche de vos écoutes et de nos invités. Ces épisodes sont à partager tant qu'ils restent d'actualité, et moi je vous retrouve pour la saison 4 qui s'annonce encore plus... Merde, je manque de temps. Et moi, ça m'amène à une autre notion qu'on va voir avec notre ami Louis de Diesbach. Lui, il vole pas le temps, il vole les lignes. C'est l'heure de la tech entre les lignes. Il vole entre les lignes. La tech entre les lignes. Yo mon Louis, alors t'avais choisi de nous couper ta chronique en deux l'autre fois, et donc on a hyper hâte de retrouver la suite. Pour se rappeler, on parlait donc d'un truc de dingue, le TESCRAIL. Alors aujourd'hui, fin du suspense. C'est bien ça, des deux auteurs, Timnit Gebru et Émile Torres. Alors le papier revient donc sur les origines idéologiques du mouvement TESCRAIL pour transhumanisme, extropianisme, singularitarianisme, cosmisme, rationalisme, effective altruisme et long-termisme. Origine qu'on trouve en fait dans le mouvement eugéniste et qui a touché le monde occidental de la fin du 19e à la fin du 20e siècle. Les deux co-auteurs montrent en fait que la pensée TESCRAIL utilise une rhétorique similaire au mouvement eugéniste en surfant en même temps sur deux extrêmes, l'utopie d'un côté et l'apocalypse de l'autre. Ah bah c'est super, je vois qu'on est dans la nuance, on va bien s'amuser aujourd'hui.
Exactement, en fait, comme on a une prof de lycée avec nous aujourd'hui, coucou Agnès, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de reparler. C'est un peu en fait comme avec les eugénistes, qui nous expliquent qu'avec la sélection humaine, tu peux avoir le paradis sur Terre, mais que sans, c'est la fin de l'espèce humaine. Les développeurs de l'AGI, pour Artificial General Intelligence, en fait, ils font pareil. Côté utopie, c'est pas mal. Selon plusieurs chercheurs, l'AGI serait tellement intelligente qu'elle pourra résoudre tous les problèmes possibles. À tel point que ce serait même le fait de ne pas la développer qui serait immoral. T'as vu le twist ? Ah ouais, réjouissant effectivement cette histoire d'utopie. Et alors le côté apocalyptique, qu'est-ce que ça va donner ? Tout à fait. En fait, si on développe une AGI avec le mauvais set de valeurs, que je mets entre guillemets, faut comprendre, pas les valeurs de ceux qui les développent actuellement, on risque que les AGI anéantissent l'espèce humaine. On est donc à la fois obligé de la développer, tout en faisant tout ce qu'on peut pour éviter l'extinction de l'humanité par une AGI qui serait misaligned. Oh, il y en a qui doutent de rien, c'est un peu gros quand même, non ? Je suis d'accord, mais les leaders TESCRIL utilisent plusieurs moyens pour pousser leurs idéologies. D'abord, ils développent des systèmes assez peu définis. La définition même d'AGI n'est pas arrêtée, ce qui rend tout contrôle ou toute évaluation hyper compliqué. Ensuite, ils utilisent à fond la logique long-termiste. Pourquoi y aurait-il un problème à foutre en l'air une partie de la planète aujourd'hui ou à violer certains droits élémentaires si au final on sauve des millions de personnes ? Nick Bostrom, le grand philosophe qui était à Oxford, a écrit que même un gigantesque massacre humain ne compterait quasiment pour rien un léger égarement pour l'humanité face à, je cite, vaste et glorieux avenir parmi les étoiles. Pourtant, pas mal d'études montrent que l'entraînement des grands modèles d'IA se fait souvent au péril de plusieurs ressources naturelles ou de certains droits fondamentaux. Tu en as d'ailleurs parlé dans certaines de tes précédentes chroniques. Bien sûr, et la course à l'AGI ne fait que perpétuer ces discriminations. Enfin, les auteurs, Torres et Djebou, rappellent que le mouvement TESCRIL joue à fond la carte de la safety pour poursuivre ses travaux. Quand quelqu'un vient t'expliquer qu'il travaille sur une technologie qui va sauver l'humanité, c'est pas évident de vouloir lui mettre des bâtons dans les roues. Les boîtes qui bossent là-dessus se présentent volontiers comme des héros style ange gardien de la planète, tout en expliquant que de toute façon, les régulateurs ne peuvent pas comprendre leur technologie super complexe et difficile et donc devraient les laisser sauver le monde en paix. Comme quoi, la bataille des idéologies et des narratifs est hyper importante à mener. T'as tout à fait raison. Et les auteurs concluent leur papier en rappelant que la course à l'AGI n'a rien d'inévitable. Ils ajoutent même que ceux qui la développent ne sont pas ni des scientifiques, ni des ingénieurs, mais des prédicateurs mégalos pleins aux as qui poussent leurs idéologies pour qu'on les laisse tranquilles. Rien que ça. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Ah, Pisa, ces célèbres rues pavées, son Duomo et sa tour penchée. Ah non, pas du tout, pardon. Je n'y suis pas. Non, je m'égare, je pense à mes vacances. Non, le classement PISA. Alors, qui n'a jamais entendu parler de cette enquête PISA ? Alors, PISA, c'est Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Et au dernier classement PISA, pour le coup, la France a un air franchement penché. Elle a décroché, pas totalement le bonnet d'âne, mais elle se situe désormais en dessous de la moyenne des autres pays de l'OCDE. En maths, en lecture-compréhension et en sciences, ce sont les 3 critères qui sont mesurés par l'enquête. Alors, on a l'habitude d'entendre gloser sur cette enquête et sur l'attrition du niveau de nos élèves. Et ce que l'on sait peut-être un peu moins, c'est que PISA examine aussi les conditions d'apprentissage. Et ça, c'est vachement important. On va en parler avec Agnès, elle va nous expliquer. Et là, surprise, 30% des élèves français disent qu'ils sont trop distraits par les appareils numériques qu'ils utilisent en classe. C'est un score qui est dans la moyenne de l'OCDE, mais quand même, c'est hallucinant, quasiment 1 élève sur 3. Alors là, on a besoin d'un peu d'explication, parce que, certes, on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme dit la Maxime. Le plan numérique à l'école annoncé par François Hollande en 2014 est entré en vigueur en septembre 2016 et il avait pour but avoué de faire entrer les élèves dans le monde numérique et rattraper le retard français. Je cite Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre de l'Éducation à l'époque. Ça, c'est la bonne intention. Mais loin d'améliorer les résultats scolaires, apparemment, les écrans à l'école feraient plutôt, selon certains, de l'apprentissage un véritable enfer. Alors, Agnès, aide-nous à y voir plus clair, parce que nous, on n'est plus sur les bancs de l'école, mais toi, tu observes ça au quotidien. Alors en fait, il y a 2 choses. Il y a le développement des... Je vais parler un peu jargon. Allez, on adore ça. C'est le développement des ENT, les espaces numériques de travail, qui maintenant font partie de l'école. C'est-à-dire que chaque élève a un compte virtuel où il a accès à ses notes, le cahier texte en ligne
Et puis un cloud où il peut y avoir les documents de cours des professeurs, etc. Pour les parents qui nous écoutent, c'est quoi ça? C'est genre école directe? C'est Pronote, école directe, voilà. Okay. Qui est devenu mon cauchemar, moi perso. École directe, j'ai l'impression d'avoir un deuxième travail quand je rentre le soir, de m'occuper des messages dans l'école directe. Bref, c'est une petite parenthèse. T'as parlé à ta fille, message à ma femme qui est scotchée sur école directe et qui connaît les notes de ma fille avant même qu'elle les ait eues. Bon, bref. C'est un vrai sujet. Donc, il y a ces ENT qui se développent d'un côté à l'école. Ok. Il y a les ENT et puis en parallèle, depuis quelques années, en gros, ça s'est accéléré depuis le Covid, il y a l'introduction des tablettes individuelles qui sont distribuées aux élèves à partir de la 6e, souvent, pas dans tous les collèges. En fait, c'est assez difficile de synthétiser parce que la situation est très hybride, ça dépend des régions, ça dépend des établissements. En fait, c'est la région qui donne les tablettes. Voilà, c'est les collectivités territoriales qui ont la compétence d'équiper les établissements scolaires, donc en tablettes, et de financer les manuels scolaires également. Okay. Donc ça dépend des régions et puis ça dépend du choix des établissements. Mais ce que moi j'ai pu constater, ce qu'on est nombreux à avoir constaté, c'est à partir du moment où les élèves ont une tablette individuelle, les pratiques d'apprentissage des élèves et d'enseignement des profs ont complètement changé et d'une manière qui nous a en fait échappé, qu'on n'avait pas anticipé, qui nous ont un peu qu'on n'a pas maîtrisé. Tout le monde les a pris sur le tas en fait, sans se poser la question avant de comment on l'intégrait. Exactement. Il n'y a eu aucun guide. Alors moi, je me souviens quand j'avais fait ma formation pour être prof il y a 7 ans, il y avait cette idée qui, alors c'est à nouveau du jargon, moi ça me hérisse un peu, mais d'intégrer le numérique à notre pratique pédagogique, comme c'était une fin en soi, comme c'était un peu quelque chose de magique en fait, qu'il faut être moderne, l'école doit être dans l'air du temps. Et évidemment, il y a une bonne intention qui est sous-jacente. C'est souvent comme ça que ça s'immisce. Moi, j'entends encore toujours il faut vivre avec son temps, ma bonne dame. Mais au-delà de vivre avec son temps, excuse-moi de te couper, je crois qu'on a sauté une étape. En fait, c'était fait pour quoi ces tablettes? Parce qu'effectivement, ça peut être une modalité pédagogique pour côté enseignant, mais qu'est-ce qu'on attendait quand on a distribué ces tablettes de l'élève ou justement de la relation élève-prof? Qu'est-ce que c'est censé faire par rapport à un bouquin, la tablette? Alors, il me semble qu'au départ, il y avait une idée de réduire les inégalités sociales, en fait, la fracture numérique. Okay. Sauf que quand on sait qu'il y a un adolescent à 2,9, je crois, écran à la maison pour lui-même, on peut s'interroger sur le bienfait, enfin, dans le terme de sobriété numérique, le bienfait de cette stat, elle est valable pour tous les enfants, parce qu'on peut quand même légitimement penser que dans certains milieux, ils sont pas tous équipés quand on regarde à l'échelle de la population globale, parents, enfants. Ça semble être une stat générale, mais disons que c'est peut-être pas là qu'il y a la plus grosse inégalité finalement qui se ressent à l'école, quoi. C'est ce que tu es en train de nous dire. En fait, nous, ce qu'on remarque, mais on va y venir, c'est que l'inégalité, elle se creuse justement dans l'usage numérique. C'est-à-dire que dans les milieux plus défavorisés, les enfants sont beaucoup plus livrés à un temps d'écran qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas cadré, que dans des milieux plus cultivés où les enfants, on propose une offre culturelle aux enfants en parallèle. Ok, donc on revient à l'introduction de la tablette, qui est d'abord motivée par probablement un volet social, c'est-à-dire lutter contre les inégalités, que tout le monde soit équipé et qu'il puisse apprendre à se servir d'un outil numérique qu'on retrouve dans tous les pans de la société aujourd'hui, y compris avec la digitalisation des services publics. Et donc, qu'est-ce qu'on demande aux profs à ce moment-là? Il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que les élèves, petit à petit, alors ça n'a pas été demandé, mais c'est ce que j'appelle une sorte de glissement qui nous a échappé, mais nos élèves n'ont plus d'agenda. C'est-à-dire qu'ils perdent l'habitude de noter le devoir à faire dans leur agenda parce qu'ils savent de toute façon qu'on va nous-mêmes le noter, et c'est une obligation qu'on a sur l'école directe ou sur Pronote, et que de toute façon, via sa tablette, il pourra se connecter à la maison et vérifier, découvrir le travail qu'il y a à faire. Ils n'ont plus d'agenda. De moins en moins. Il y en a encore quelques-uns qui en ont, mais de moins en moins. Ouais, parce que le premier kiff à la rentrée, quand tu faisais les cours, c'était de choisir ton agenda. Ouais. Et je peux témoigner, moi, c'était le dilemme de ma fille cette année. Elle disait, ça sert plus à rien. L'année dernière, on s'en est pas du tout servi. Pourtant, c'est cool d'avoir un agenda. J'en achète un, j'en achète pas, je sais pas. C'est super drôle, acheté, parce que moi, du coup, mes filles, c'était le sujet. On a fait je ne sais pas combien de trucs pour chercher un agenda. Non, mais elles kiffent l'agenda. Mais bien sûr. Ce que je veux dire, depuis la nuit des temps, je pense. Nous aussi, on kiffait d'acheter nos agendas. En fait, ça a l'air de rien, mais pour moi, c'est très symbolique parce que ça veut dire qu'à la fin du cours, l'élève doit être actif, responsabilisé, se dire qu'est-ce que je dois faire pour la fois prochaine. Il doit poser les questions au prof s'il n'a pas compris. Et sur le chemin entre l'école et la maison, il a quelque part dans sa tête ce qu'il doit faire, une sorte de charge mentale, mais qui est nécessaire pour prendre conscience du travail à faire. Parce que ça mûrit, il s'en rend même pas compte, mais il commence déjà à préparer les devoirs qu'il a à réaliser. Parce que s'il n'est pas en train de scroller sur Insta. Le fait même d'écrire, c'est un ancrage mémoriel. On sait qu'en termes de pédagogie, c'est important de prendre des notes. Et puis, il y a ce rapport au papier, en fait, qui me semble sensoriel. Et ça, j'en suis convaincue, et des études le prouvent, que lire sur un livre imprimé, c'est pas du tout la même expérience de lecture que lire sur un écran, parce que vous avez une sorte de repère géographique, et dans un agenda, c'est très clair, il peut rayer ce qu'il a fait, etc. Un livre, tu peux le stabilo-bosser, ton écran,
un peu moins. Et ça m'amène au deuxième point, qui est en fait la transformation des manuels scolaires, les bons vieux manuels que vous aviez, que j'avais aussi petite, qui sont devenus des manuels numériques. C'est-à-dire que, en fait, et ça, c'est une promesse géniale, mais je pense que c'est toute l'ambiguïté du numérique à l'école, c'est que dans l'idée, c'est génial, et dans les faits, c'est l'enfer, en fait. Tu les as en double, pourquoi c'est génial ? C'est complètement remplacé. Alors, en fait, les recommandations du Conseil supérieur des programmes de 2022, c'est d'avoir la complémentarité, de combiner le virtuel et le papier. Mais dans les faits, en fait, c'est remplacé, parce que c'est un coût supplémentaire, etc. Et les collectivités qui financent encouragent le numérique, qui coûte moins cher, parce qu'on peut changer la licence plus facilement que renouveler tout un stock de... Il y a d'autres avantages à ça, à avoir les manuels en numérique ? Oui, il y a une promesse de poids des cartables qui est un point important pour les parents, pour de santé. On connaît le poids des mots aussi. Le choc des photos. Il est bon. Si je me permets, je voudrais revenir sur 2 éléments que tu as cités qui me semblent assez importants. C'est le fait d'avoir un agenda maintenant numérique et auquel les élèves doivent se connecter en sortant d'école. C'est-à-dire que là, on est en train de dire qu'on invite l'école à domicile et qu'on force un petit peu les élèves à se reconnecter au monde de l'école a posteriori, et donc on continue de favoriser ce temps d'écran ? Forcément, oui, bien sûr. Avec les agendas, mais aussi justement avec les manuels numériques. Tout à fait. C'est-à-dire que quand ils doivent faire l'exercice 12, page 5, ils vont pas ouvrir leur livre, ils vont se connecter sur leur tablette. Le problème que vous aviez évoqué, sorte d'addiction aux notes, c'est réel. On a des élèves qui consultent de manière compulsive l'affichage des notes sur leurs ENT pour vérifier s'il n'y a pas une nouvelle note qui a été ajoutée, si ça a changé la moyenne, etc. Donc on a en fait intégré notre addiction au smartphone, aux notifications, on l'a transposé dans le monde scolaire en fait, de manière très concrète. Wow. Et en rendant la situation impossible, intenable pour les parents qui se retrouvent placés face à des injonctions contradictoires, de dire attention, maintenant on a conscience de tous les dangers d'une exposition prolongée à l'écran, on l'a vu, on l'a montré. Et en même temps, vos enfants ne peuvent rien faire pour travailler sans se connecter à un écran. Oui, mais alors justement, ces écrans-là de l'école, entre guillemets, ceux que l'école donne, est-ce qu'ils sont bridés ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en avoir un usage récréatif comme avec son propre smartphone perso ? Première question. Et deuxième question, je suis pas complètement d'accord, je suis désolé. Le fait d'inviter l'école à la maison, quand tu ouvrais ton agenda ou quand tu ouvrais tes livres de cours, c'était pareil, t'invitais entre guillemets l'école à la maison. Là, tu consultes un agenda qui est numérisé. Si je me fais un peu l'avocat du diable. Non, mais en fait, là, t'as le suspense de quand est-ce que tu vas avoir tes exercices à faire. Donc, du coup, le suspense, je mets des guillemets. Normalement, t'es pas censé avoir le suspense de. Pardon, qu'est-ce que tu vas avoir ? On fait l'émission entre nous. Non, mais parce qu'il s'avère que. Je peux parler là ? Il s'avère aussi qu'on est parents et que pour le coup, je pense qu'il faut aussi remettre un peu l'église au milieu du village. Le support parce que, qui change. Le support change, petit 1. Et petit 2, ces ENT, on peut déplorer le fait que ça nécessite de se connecter à un outil numérique pour aller regarder les devoirs qui sont censés avoir été mis au moment, à l'instant T, juste avant de quitter l'école par le prof. Parce qu'il y a combien de profs qui mettent les devoirs le week-end ou tard le soir? Parce que moi, ça arrivait plein de fois. Justement, c'est ça le problème. C'est là je rejoins Thibaut, c'est-à-dire que moi je parle des pratiques d'apprentissage qui ont été transformées. Les élèves qui prennent plus la peine de noter sur l'agenda, c'est pas parce qu'on leur dit de pas le faire, c'est qu'ils ont arrêté de le faire. Mais il y a aussi une sorte de déviance, de comportement déviant chez les profs. Et ça, je le vois en tant que parent d'élèves et des remontées que j'ai. D'enseignants qui mettent le travail le week-end, au dernier moment, etc. Et c'est là où, en fait, le fait de vouloir réguler le numérique et s'en abstenir, ça nous impose une exigence des deux côtés. Du côté de l'élève qui doit noter, mais aussi du côté du prof. Et je vois, les cours, ça passe très vite, ça sonne, vous passez à autre chose. Il faut vraiment être organisé pour pouvoir dire les dernières minutes, ouvrez vos agendas, pour telle date, vous aurez à faire ça. Et évidemment, de savoir où on va. Ça arrive d'être un peu débordé, dépassé, de se dire, en fait, je le mettrai plus tard sur l'ENT, vous vous connecterez. Justement, quel a été l'accompagnement, sinon la formation des profs sur le bon usage de ces outils qui seraient finalement comme des manuels scolaires à l'ancienne. On a changé d'outils, peut-être changer la façon d'accompagner les profs, non ? C'est justement le problème qu'on pointe, que notre collectif Éducation numérique raisonnée pointe, c'est que la stratégie actuelle du numérique dans l'éducation nationale est centrée sur l'outil, mais pas sur les usagers. C'est-à-dire qu'on pas mal d'entreprises aussi, je te rassure. Il faut équiper les enfants de tablettes, etc. Mais on ne s'intéresse pas à la manière de le faire, à comment les enseignants doivent se comporter par rapport à ça et les enfants. Et nous, ce qu'on demande, ce qu'on réclame, c'est justement une régulation, de faire du numérique un outil complémentaire. On ne demande pas de chasser les écrans des écoles,
mais d'en faire un vrai complément. Mais ça implique évidemment toute une série de paramétrages techniques, de bloquer les ENT entre 18h et 8h le matin, parce que sinon c'est un vœu pieux en fait. Ah bah oui, même Instagram dans ses nouvelles mesures bloque les notifs entre 22h et 7h du mat, tu vois. Donc si les ENT s'y mettent pas, franchement, elles sont à la traîne par rapport à Insta et ça me ferait mal. Et je voudrais revenir sur un élément dont tu nous as parlé, c'est sur la numérisation et les inégalités sociales que ça peut créer. Tu nous avais dit pendant la préparation, je trouvais ça assez intéressant et je voudrais qu'on y revienne, sur le fait que parfois, dans certains milieux, les seuls livres qui existaient, c'était les livres de l'école. Et qu'avec le tout numérique, ces livres-là, du coup, ils n'apparaissent plus dans ces maisons-là. Et donc, du coup, on crée un peu plus d'inégalités dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux revenir dessus ? Je pense que ce point est intéressant parce qu'on ne peut pas dissocier la question numérique avec la question de la lecture. Et en introduction, vous avez parlé du chiffre effarant de 12 minutes par jour pour les adolescents. On pourrait poser la question aux adultes. Je ne suis pas sûre qu'on lise tellement plus, nous, adultes. Et le rapport au livre physique est évidemment déterminant parce qu'on ne lit pas la même chose sur un écran que sur un texte papier. Ça a été montré aussi scientifiquement que l'esprit va plus vite, croit avoir compris un texte sur un écran, mais il va plus vite, il ne rentre pas en profondeur. Et donc, la disparition des manuels scolaires, je pense que c'est un peu criminel dans la mesure où en fait on se prive d'une présentation de la culture, de la lecture à tous les milieux finalement. Et toi, tu nous disais aussi, merci pour ta question parce qu'elle est effectivement hyper importante, je trouve. Non, mais c'est vrai. un plaisir. Non, mais il y a une dimension sociale à cette numérisation, à la fois pour qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, et d'un autre côté, on voit aussi l'autre revers de la médaille, donc en l'espèce, la lecture. Là aussi, je suis très très mal placé pour en parler parce que moi, mes filles lisent tout le temps. Et pour autant, elles sont aussi un peu connectées. Donc j'ai un peu de mal, moi, à me projeter. Et ça m'amène à cette question. Dans la préparation, tu nous disais, c'est homogène. Il n'y a pas de différence selon les classes sociales. Moi, j'ai un peu de mal à sentir ça. Toi, tu observes véritablement que quel que soit le milieu social, on observe dans les mêmes proportions les mêmes mésusages, on va dire, des écrans. C'est vraiment des témoignages que je peux vous offrir, c'est pas scientifique, donc c'est des impressions, mais moi j'enseigne dans un milieu plutôt favorisé, mais j'ai des collègues qui sont au contraire dans des milieux qui ne le sont pas du tout, et il me semble que tout le monde est touché. Parce que les témoignages qu'on a, c'est des parents qui sont démunis, qui savent pas en fait comment réguler le temps d'écran. Donc je pense que dans des milieux plus défavorisés, il y a peut-être moins de conscience des problématiques que ça engendre. Mais même dans les milieux plus favorisés, c'est un des principaux conflits familiaux en fait. C'est le temps d'écran dans la famille. À partir du moment où vous équipez votre enfant d'un smartphone, ça va être très très compliqué de réguler, de cadrer, de dire tu arrêtes 1 heure avant de te coucher, pas à table, tu le ranges de tel côté. Et en fait, vous faites venir un débat qui va être constant chez vous. Et ça, c'est notamment rapporté par Jonathan Haidt, dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on a conscience de l'emprise de cet outil qui va en fait créer des tensions familiales très fortes ? Il y a la question de l'exemplarité, puisque tu disais aussi, si tu interdis ça, c'est une forme d'injonction contradictoire à tes enfants, exactement. Mais que toi, tu es en permanence connecté et tu ne leur accorde pas l'attention qu'ils méritent, ça pose problème. Et cette notion de milieu favorisé et de connexion aux écrans, ça me fait penser on en a souvent entendu parler, à la Waldorf School dans la Silicon Valley, où l'essentiel des patrons des big tech mettent leurs enfants. Et l'une des promesses de cette école, c'est 0 écran. Et puis surtout, la plupart des enfants témoignent que même à la maison, ils n'ont pas accès aux écrans. Voilà. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples internationaux où justement l'éducation agit sans écran, ou à l'inverse est super connecté et ça fonctionne bien, ou est-ce que c'est un problème grosso modo que français ou international ? J'ai pas encore assez de recul pour te répondre de manière pertinente. L'impression que j'ai, c'est que c'est mondial en fait. Des échos que j'ai, c'est que ça touche un peu tous les pays. Okay. Alors, je peux rebondir sur le sujet, puisqu'effectivement, je l'avais noté, au fait, j'en avais parlé déjà, mais de Greystone Pact, le Greystone Pact. Donc, Greystone, c'est une petite ville côtière d'Irlande, 27 000 habitants, et tous les habitants, tous les parents de cette ville ont signé un pacte comme quoi on ne donnait pas de smartphone aux enfants de moins de 13 ans. Et c'est ce pacte-là qui fait que les uns et les autres se tiennent en se disant, il en suffit juste d'un qui dit si je donne un smartphone,
pour que tout le monde fasse boule de neige et que tout le monde donne des smartphones. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir ce genre d'initiative en France où globalement les parents prennent acte du danger que peut-être les smartphones et se disent ok, on fait un pacte, chez nous il n'y aura pas de smartphone. Ça c'est une initiative qu'on soutient. Il y a le pacte smartphone, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui s'est lancé il y a quelques mois, qui est exactement sur le même modèle et qui est proposé au niveau local pour les établissements, les parents d'élèves d'un même établissement qui se réunissent et qui signent ce pacte virtuel pour attendre 15 ans, pour attendre le lycée pour équiper ses enfants d'un smartphone. Mais je pense qu'en attendant d'avoir une législation, c'est obligatoire de passer par là, parce qu'il y a une question de pression sociale qui est évidente, que les enfants veulent pas être exclus et que c'est impossible pour un parent de dire non à son enfant s'il a l'impression qu'il est le seul à pas avoir de smartphone. Mais il y a un deuxième problème, et je pense qu'on en revient toujours à la question des parents, c'est que pour les parents, je pense que c'est une manière de se rassurer et de garder un lien avec leurs enfants, de l'équiper d'un smartphone. C'est l'argument numéro 1 qui est avancé en général. C'est l'entrée en 6e, un smartphone pour savoir où tu es. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure en citant le bouquin. C'est qu'on vit dans une société de surprotection au quotidien des enfants. Mais c'est là où c'est important de communiquer sur les téléphones déconnectés, les téléphones qui proposent d'appeler, d'envoyer des SMS, mais de... Tous avec un Nokia 3310, les enfants. Et justement, 3310 Nokia, ça me rappelle... alors, c'était pas un fail pour le coup, parce que ça marchait plutôt bien, mais l'âge du fail de notre ami Laurent Guérin dans son moment d'égarement, c'est parti, c'est à toi Laurent. Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Oups, un moment d'égarement. Aujourd'hui, Laurent, tu nous renvoies à l'école. Cette délicieuse période de notre vie où les voyelles se mélangent avec les billes, les maths dansent avec le sourd en longueur, et où il est assez rare de parler d'innovation. Ah oui, la cour d'école, c'est nid de poule, c'est cordes à sauter, c'est surveillance, c'est jeux électroniques et c'est Tamagotchi. Car oui, cher auditeur, mon intention première était de te parler de l'échec de ces petits animaux virtuels qu'il fallait tripoter pour faire grandir. Quoi de plus normal de la part d'une société qui s'appelle Bandai, ou plus exactement Bandai. Sauf que les Tamagotchi ont cartonné. Mon intel était erroné et tel un amant est conduit avec une mimole, je me retrouvais sans sujet et fort dépourvu lorsque l'automne fut venu. Quel thème, si ce n'est Tamagotchi, c'est donc ton frère, allais-je pouvoir aborder qui ne propose ne serait-ce qu'un rapport lointain avec l'école? La lumière fut lorsque je me rappelais les TBI, de cet acronyme qui ne signifie pas très bien instrumenté, mais tableau blanc interactif. Les TBI? J'avoue que j'aurais préféré que tu me parles de Tamagotchi, par exemple. Comme son nom l'indique, le tableau blanc, c'est l'inverse du tableau noir. Celui-là même qui a bercé tes longues heures de rêverie scolaire. Celui sur lequel la craie crisse et casse et la poussière s'entasse. Interactif est le contraire, lui, de, disons, passif. Car c'est vrai qu'un tableau noir n'a qu'une seule et unique fonction, l'affichage renouvelable. Tu écris, les élèves voient. Tu effaces, tu réécris, les élèves revoient, tu réeffaces, et ainsi de suite. C'est basique, mais c'est efficace. Un support pédagogique en place depuis le début du 19e siècle et l'essor de l'instruction publique. Sache qu'en 1833, la loi Guizot impose à chaque commune de plus de 500 habitants d'ouvrir une école primaire pour les garçons et d'y affecter un instituteur. Et là, je sais ce que tu te dis, tu te dis... Comment installer un tableau blanc interactif vu qu'on n'a pas encore inventé la prise électrique? Tu peux aussi te poser des questions sur l'éducation des jeunes filles. Eh bien, ce sont les lois Jules Ferry, 50 ans plus tard, qui rendent l'école primaire gratuite, obligatoire et laïque pour les garçons et pour les filles. En l'an 120 après Jésus-Christ, après Jules Ferry, nous sommes au début du 21e siècle. Nous avons inventé la prise électrique, l'ordinateur personnel, l'Internet et l'idée géniale de remplacer les TNP, tableau noir passif, par des TBI, tableau blanc interactif, germe dans les cerveaux de nos instances dirigeantes et aussi dans ceux d'entreprises, disons, peu scrupuleuses. Ah, fini la poussière, les crissements de craie sur le tableau et vive le digital. On est à cette époque dans l'euphorie du digital, mais... ça fait quoi les TBI? Le digital, c'est génial, chantent-ils tous en chœur. Remplaçons ces vieux bouts d'ardoise par des écrans de 2 mètres sur 2 sur lesquels on écrira au stylet numérique et qui enregistreront les cours automatiquement, qui feront de la reconnaissance d'écriture et des graphiques automatiques et qui mettront de la couleur et qui seront accessibles de la maison et qui seront reliés à un ordinateur qui pourra aussi diffuser des vidéos et des photos et de la musique et qui rapporteront aussi beaucoup d'argent. Ah bah oui, 100 000 établissements d'éducation en France multipliés par 8 salles de classe en moyenne multipliés par 4 000 € le TBI égale la modique somme de 3 milliards d'euros.
Et dans la précipitation de savourer ce gâteau, on déploie du TBI dans tout le pays sans point avoir réfléchi. Les enseignants n'ont pas été consultés, n'ont pas été formés, les fonctionnalités du TBI n'ont pas été étudiées, ni leur obsolescence programmée. Et n'importe quelle moitié de geek aurait pu prédire qu'un moniteur PC de 4 mètres carrés serait soumis aux mêmes aléas que sa propre machine. Système d'exploitation à mettre à jour, usure et panne à réparer, dépendance à l'électricité, affichage et luminosité à régler, le tout sans commune mesure avec la simplicité de la craie blanche et du tableau noir. Je n'oublie pas la valeur pédagogique, nulle. Tu rigoles Hercule? Pas du tout. Aucune étude ne démontre une quelconque valeur ajoutée niveau pédagogique du TBI dans les écoles. Pas de bol. Florilège de retour utilisateur. Pourquoi on appelle ça interactif alors qu'il y a que mon prof qui y touche? C'est plus petit que la télé dans mon salon. Mais c'est un appareil de l'ancien temps. C'est compliqué, ça plante tout le temps. D'ici à penser que l'école numérique entière est un échec total, il n'y a qu'un pas que les auteurs Philippe Billoux et Karine Mauvilly franchissent dans leur essai « Le désastre de l'école numérique », plaidoyer pour une école sans écran. Une école qui ne se retrouverait pas aux mains des EdTech ni des GAFAM. Une école qui sentirait bon la craie et les marronniers, les bagarres et les petits secrets, les croûtes et les cagoules. Non, ok, pas les cagoules. Une école authentique, quoi, qui semble d'ailleurs se diriger vers une interdiction totale des petits écrans interactifs, ceux des téléphones portables, en septembre 2025. Et si on allait tous retrouver une meilleure santé avec beaucoup moins d'écrans? No screen, no spleen. French Tech, esprit éthique pour tech éthique. Alors, faisons un saut dans le temps. Passons un instant de l'autre côté de la barrière, celle de l'entreprise, c'est-à-dire là où en général on termine après l'école, pour les enfants sages. En entreprise, on constate souvent des lacunes numériques accumulées par de nombreux profils. Et croyez-moi, aujourd'hui, beaucoup de patrons ne savent toujours pas envoyer un email par eux-mêmes. Alors du coup, on peut quand même se demander si c'est pas aussi un peu le rôle de l'école que d'assurer que nos futures élites sachent vraiment maîtriser le numérique. Et pas seulement en tant qu'outil, mais aussi dans la compréhension de ces enjeux. Alors Agnès, à défaut de trop compter sur les écrans pour apprendre, ne faut-il pas autant compter sur l'école pour nous apprendre à mieux nous servir de nos écrans? Oui, nous en sommes convaincus. Je pense que c'est très important que l'école se prenne en main ce sujet, la question du numérique, qui fait partie de l'univers des enfants, des adolescents, et qui sera évidemment clé dans leur vie d'adulte. Et c'est pour ça que notre association Éducation numérique raisonnée demande à faire du numérique un objet d'enseignement, de créer une matière à part entière. Et d'ailleurs, on rejoint les recommandations du Conseil supérieur des programmes de 2022 qui va dans ce sens, d'avoir un enseignant qualifié pour accompagner les élèves dans l'apprentissage des outils, des sciences du numérique et aussi de leurs enjeux pour expliquer justement à réguler, à cadrer le numérique et à s'en servir vraiment pour sa spécificité, pour ce qu'il peut apporter. Donc le numérique comme matière à part entière, ce serait pas uniquement pour savoir utiliser l'outil comme, je me souviens, même en primaire, on apprenait à faire des trucs avec les imprimantes matricielles, etc. Enfin, c'est pas uniquement pour savoir se servir de l'outil et savoir aller sur Word, sur Excel, etc. C'est aussi aider à prendre du recul pour comprendre les enjeux, peut-être même d'ailleurs les risques que véhiculent les réseaux sociaux, etc. Donc ce serait une matière hybride. Tu la qualifierais comment ou tu la décrirais comment? Il y aurait quoi par exemple au programme? Je pense, alors le sujet est vaste, mais je pense qu'il y aurait une dimension éthique évidemment à aborder, à laquelle vous serez sensible à French Tech. On le renverra à Louis. Ou Emmanuel. Ouais. Mais c'est important que nos élèves passent leur temps en effet à utiliser les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas où vont les données, où elles sont hébergées, ils n'ont pas forcément conscience que ce qui est écrit sur Internet reste toujours, etc. Et puis il y a toujours ce mythe du digital natives qui vit avec le numérique mais qui ne sait absolument pas s'en servir. Claire. Et c'est sûr que ça doit s'apprendre à l'école. Mais à nouveau, tout ceci est compliqué à mettre en place si dans la société on n'a pas eu une prise de conscience nous-mêmes du manque de recul critique, du monde finalement des bénéfices que nous apportent vraiment les outils numériques. Mais dans quel sens? C'est-à-dire que ça ne doit pas être un acte de volontarisme politique que de dire stop, maintenant on va mettre ça. En gros, c'est le sujet de l'éducation nationale. C'est à l'éducation nationale de dire il faut qu'on crée une nouvelle matière, qu'elle soit au programme. Ou est-ce qu'il faut d'abord que ce soit la population et l'opinion publique
qui fasse pression pour qu'à un moment donné ça arrive. C'est quoi le Je pense que les deux, ça doit se faire en même temps. C'est-à-dire que c'est le sujet de l'éducation nationale, mais c'est pas seulement le sujet de l'éducation nationale. C'est un sujet de société. C'est un sujet que les entreprises doivent prendre aussi pour elles-mêmes, que les pouvoirs publics, la santé doit mettre en avant. J'ai un exemple tout bête à vous donner. Je vais chez l'opticien pour mes enfants qui sont un peu bigleux, pour leur changer leurs lunettes, et j'arrive et je vois une borne de jeux vidéo. Donc évidemment, ils filent à la borne de jeux vidéo parce qu'ils n'ont pas accès aux écrans à la maison, donc ils sont hyper contents. Enfin, même en ayant accès aux écrans à la maison, ils iraient sur la borne de jeu, je te rassure. Mais ok, ils y vont. Je demande à l'opticienne, mais est-ce que vous avez conscience que dans le rapport enfant et écran, il a été prouvé que l'exposition prolongée aux écrans a des effets négatifs sur la vue. Je comprends qu'ils ne vont pas devenir myopes en regardant 5 minutes ou 10 minutes votre borne pendant qu'on se fait la conversation. Mais en termes de message de prévention, ça me semble lunaire. C'est comme si vous alliez chez le dentiste et que vous aviez des caramels. Voilà. Mais il n'est pas fou. Il fidélise sa clientèle quand même. Moi je connais des dentistes qui filent des bonbons à la fin. T'as répondu quoi? Moi j'ai des messages sur la santé bucco-dentaire chez mon orthodontiste. Donc elle me dit je vais en parler, elle tombait des nues. Mais à partir de quand ce sujet qui a été une sorte d'énorme pavé dans la mare qui a été remis au président de la République en avril, on a parlé en termes très forts de santé mentale et physique de l'enfance, on a parlé d'enjeux d'humanité, de civilisation, enfin vraiment les termes ont été énormes. À partir de quand on va s'approprier ce sujet à tous les niveaux de la société? Mais toi qui as fait du marketing, tu sais que les retailers, enfin les points de vente ont besoin de faire de l'expérience client l'alpha et l'oméga. Et c'est pour ça. Du coup, c'est quoi le lien véritablement entre l'infusion au niveau du ministère de la Santé, de l'éducation? Donc c'est quoi je pense qu'il faut du commerce avec des injonctions et une campagne de prévention, mais nationale, comme on a eu au Covid. En fait, ça marche très bien. On sait maintenant les gestes barrières, on les connaît tous. Enfin, demandez à vos enfants, ils se rappellent. Une campagne. Manger, bouger, tout ça. Oui, voilà, manger, bouger, les 5 fruits et légumes par jour. Et il faut donner un mode d'emploi en fait sur les écrans. Nous, on trouve que les 4 pas de la psychologue Sabine Duflo sont très parlants en fait parce que ils sont valables pour tous les âges. Pas d'écran le matin. Je fais une digression, mais mes collègues au primaire peuvent dire les enfants qui ont regardé un dessin animé avant d'aller à l'école ou pas. Enfin, ça se voit tout de suite. Ça se ressent ça? Oui, en tant que évidemment. prof, vous le voyez? Dans l'attention. Ils sont excités, c'est ça? Ils sont excités, ils sont plus fatigués. Enfin, c'est pas d'écran le matin avant d'aller à l'école, pas d'écran le soir avant de dormir. On en a parlé tout à l'heure. Pas d'écran à table parce que les interactions familiales sont fondamentales. Et alors ça se passe sûrement pas chez vous, mais dans beaucoup de familles en fait, les gens se parlent pas parce qu'il y a une télé qui est allumée et chacun est sur son smartphone. Et d'ailleurs, quand vous allez au resto, vous le voyez, les familles entières qui sont sur leur smartphone. Et pas d'écran dans la chambre à coucher parce qu'on laisse pas un écran seul, un enfant seul avec un écran, et aussi pour des questions de sommeil. Donc ça, moi je l'entends pas beaucoup et j'aimerais bien que ce soit dit partout et que ce soit finalement c'est assimilé. le 369 de Tisseron aussi, Serge Tisseron qu'on a reçu dans Trench Tech. Lui, il avait édicté une espèce de règle aussi, 3 ans, 6 ans, 9 ans, avec le type d'accès avant 3 ans, avant 6 ans, avant 9 ans. Ça me fait penser un petit peu à ça. Oui, je comprends, mais ce que je trouve un peu manquant dans ces règles-là, c'est qu'en fait, quand tu as 12 ans, tu peux tout faire, tu peux passer ta journée sur un écran, et non, en fait, il y a un vrai problème de cadre de vie, d'hygiène de vie. Pour moi, c'est un peu comme quand vous avez un enfant, vous allez chez le pédiatre, il vous dit là on peut passer à la petite purée avec des morceaux, là il peut commencer, on peut introduire la viande et puis après c'est bon. Non, en fait il faut continuer à dire, il faut toujours 5 fruits et légumes par jour, quel que soit l'âge de l'enfant. Bon, en tout cas pour la sensibilisation, t'as bien fait de venir dans Trench Tech, on va t'y aider. Vous avez aussi publié du coup une tribune dans Le Monde qui est sortie il y a quelques jours, le 24 septembre 2024 du coup, si je me trompe pas. Là aussi le but est de sensibiliser, qu'on parle au maximum de cette cause finalement. Ouais, exactement. Et ce qu'il y a je pense, assez nouveau pour cette tribune, c'est qu'on a des signataires qui viennent de tout milieu professionnel. Ouais. On a des médecins, notamment des professeurs en psychiatrie. On a des chefs d'entreprise, on a des directeurs de grandes écoles, on a des éditeurs, des artistes et beaucoup d'enseignants aussi qui s'engagent, des associations aussi engagées pour reconnecter la jeunesse au réel, qui s'engagent pour demander le droit des élèves à la déconnexion. Alors le terme est un peu provocateur, pas par choix, et en fait demande en fait de repenser le numérique à l'école pour en faire véritablement un outil complémentaire et non pas un moyen de substitution aux méthodes traditionnel. Et non pas, voilà. Ouais. Mais cela dit, quand tu dis droit à la déconnexion, évidemment, le mot est fort pour marquer l'idée et pas de graver un droit à la déconnexion des enfants dans la loi. Enfin, je ne crois pas que ce soit l'enjeu du moment. Par contre, vous avez quand même un certain nombre de mesures que vous proposez, qu'elles deviennent légales, associées à des obligations, notamment sur des minima d'âge pour accéder soit aux réseaux sociaux, soit
aux écrans, c'est bien ça? Et oui. Qu'est-ce que vous proposez en fait? En fait, on propose de légiférer sur l'accès au smartphone, en fait, que les enfants avant 15 ans ne puissent pas avoir accès au smartphone et aux forfaits téléphoniques associés. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est très facilement à mettre en place. Avant 15 ans, sachant que beaucoup d'enfants ont un smartphone arrivé à la 6e, parfois même à peu près l'âge moyen, c'est 9 ans et 9 mois, il y a 2 ans. Donc probablement, c'est plutôt encore. Wow, donc ça fait un sacré saut par rapport aux pratiques. Ça fait un énorme saut, mais ça fait en fait un ajustement par rapport aux préconisations du rapport enfant-écran qui incite les réseaux sociaux, enfin de s'inscrire aux réseaux sociaux éthique à 15 ans, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un réseau social éthique. Et donc en fait, ils disent 18 ans pour Instagram. Un réseau social éthique? J'hésite. Ils pensent à TikTok ou à Insta, je sais pas. Non, à Truth de Donald Trump. En revanche, comment on fait respecter ça? Parce qu'il y a déjà des enfants qui vont s'acheter des puffs et même des vrais clopes chez le buraliste. Alors, donc on fait pour comment? moi, c'est une mesure qui doit être, une mesure d'abord de communication et de prévention auprès des parents. Ouais, on en revient à la prévention. Et également qui peut être appuyé justement par les pactes smartphones en attendant, mais de communiquer sur le fait en fait vous n'êtes pas seul à attendre d'équiper vos enfants de smartphones. Et j'en profite aussi parce que tu parlais de Nokia tout à l'heure, mais il y a des nouvelles entreprises qui proposent des téléphones qui ressemblent à des smartphones mais non connectés à Internet. The Phone, moi j'en ai un, je me suis acheté un pour moi. Et voilà, il y a des solutions en fait. Ceci étant dit, si on pense aux opérateurs de téléphonie mobile, excuse-moi, puisqu'il faut avoir une carte bancaire ou en tout cas un IBAN pour pouvoir aussi être prélevé, du coup on pourrait quand même légitimement penser qu'on peut mettre en place quelque chose à leur niveau. Les enfants de 15 ans n'ont pas de compte bancaire, jusqu'à preuve du contraire, donc c'est de la responsabilité des parents. Donc parce que je cherche à comprendre au-delà de la prévention ce que l'on peut faire. Parce que la prévention, je suis complètement d'accord. Toutes les mesures légales qui ont été testées, ne serait-ce que tu faisais référence tout à l'heure à l'accès au porno, aux sites porno, etc. Il y a plein de pays qui ont essayé d'interdire l'accès au porno. Il y a toujours un biais qui fait que les sites te disent oui, mais on ne peut pas vérifier l'identité, donc on ne sait pas, nanana. Donc après, on tourne en rond, j'ai un peu l'impression, sur ce type de sujet, on ne sait pas dire fermement voilà qui est responsable. Donc qui est responsable? Parce que pour éviter que la charge soit apportée toujours sur l'utilisateur final, là en l'occurrence les parents. Qui doit être responsable demain? C'est Orange, c'est Free, c'est les fabricants de téléphones, c'est qui exactement? Alors c'est une question délicate, mais je pense que déjà pour avoir un forfait téléphonique, si vous deviez montrer votre carte d'identité pour prouver que vous avez plus de 15 ans pour en avoir un, il me semble que ce serait déjà un critère impactant. Et ensuite, ce qu'on sait, c'est que les enfants qui ont des smartphones, c'est parce que c'est les parents qui donnent en premier leur vieux téléphone. Et donc, on n'achète pas toujours un téléphone pour son enfant. Ça, c'est l'appareil, mais il faut encore un forfait. Et donc, du coup, pour le forfait... Exactement. Mais ensuite, si c'est ancré qu'en fait, on ne peut pas acheter une cigarette avant 18 ans, et ben, si vous donnez votre enfant à 15 ans une cigarette, peut-être que vous êtes un peu mal à l'aise. L'idée, c'est un peu la même chose. Ça, c'est du côté du parent, mais le buraliste, lui, c'est un commerçant et il vend des cigarettes. Donc, il faudrait qu'on s'adresse à ceux qui vendent des téléphones mobiles et ceux qui vendent des forfaits. Non, mais au fait, moi, je suis pas très d'accord avec cette idée de se dire, de toute façon, il y aura des solutions de contournement, donc il y a rien qui est parfait, donc on ne fait rien. Il y a un moment, c'est pas grave, au fait. Si c'est la loi de Pareto, on va limiter dans 80% des cas tous ces usages-là. Effectivement, si le jeune il a envie de fumer, il a envie de boire avant l'heure, il y arrivera. Oui, il n'y a pas de débat là-dessus. S'il veut aller sur un site porno, c'était pas mon point, point, Thibaut. C'est pas de dire comme de toute façon il y a des voies de contournement, il vaut mieux ne rien faire. Non, mais c'est un peu ce qu'on entend des politiques aujourd'hui, c'est de se dire qu'on ne fait rien parce qu'il y arrivera. Non, l'idée c'est de renverser la tendance. En fait. Je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de yaka faucon, il y a beaucoup d'incantations et il n'y a rien qui se passe non plus parce que derrière c'est pas opérationnel. Alors c'est là où pour moi l'idée du pacte reste quand même quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire que pour moi chaque parent étant libre de pouvoir se dire aujourd'hui moi je ne veux pas, faisons ce collectif au sein de l'école, je ne veux pas de smartphone à mon enfant de moins de 10 ans. C'est fort pour les parents qui sont déjà sensibilisés. Oui. Pour que ça marche, il faut que les parents soient sensibilisés et conscients du problème, des enjeux, etc. Donc il y a tout un travail de prévention qui est défaillant aujourd'hui. Et je reviens un peu sur notre responsabilité en tant qu'adulte. Moi, je me suis acheté un The Phone, un téléphone pour quitter mon smartphone. et en fait, pour justement le jour où mes enfants me demanderont un smartphone, je peux dire maintenant, tu vois, je vis sans. Je pense qu'en fait, on a beaucoup nous-mêmes à apprendre sur notre déconnexion.
Alors c'est pas évident parce que pour prendre le train ce matin, je devais avoir quand même mon iPhone qui n'a pas accès à Internet du coup, mais qui est juste pour montrer le billet exactement. Ouais. Donc je l'ai quand même avec moi, mais il est déconnecté. Mais le fait de couper cette connexion permanente à Internet, c'est libérateur. Et je pense que ça, il faut qu'on le dise aussi en tant qu'adulte. On est parmi nous à avoir des métiers où on ne peut pas s'en passer, c'est pas une option, mais je pense que beaucoup d'entre nous pourraient vivre sans smartphone et au moins certaines pendant les vacances, pendant les week-ends, etc. Alors après, je renverse la vapeur. Je vais faire de l'autre côté et jouer l'autre jeu. En fait, tout se passe, la vie de notre enfant aujourd'hui se passe à travers les réseaux sociaux aussi. Dit autrement, moi, pour ma fille, au fait, il y a un groupe de parents qui existe sur WhatsApp. Je refuse WhatsApp, je n'ai pas WhatsApp, je n'ai pas la vie de mon école, de mon enfant, de la société, parce que globalement, si t'es pas sur WhatsApp, t'as pas la vie. Comment est-ce qu'on jauge aussi cet effet-là ? Moi j'ai WhatsApp, mais je l'ai téléchargé sur mon ordinateur, donc j'y ai accès quand je choisis d'y aller. Mais je n'ai pas tout le temps accès. Ça répond à ta question. Non, en fait, c'est possible de vivre sans avoir tout le temps accès à Internet en choisissant les moments où on y a accès. Et ça, je trouve qu'il faut le dire parce qu'on est un peu tous victimes aussi de ça. C'est une hygiène. Ça peut commencer déjà par couper les notifications pour ne pas être esclave de ces La notifications. règle des 4 pas dont je vous parle, moi, j'ai essayé de me l'appliquer, mais j'arrive pas. Enfin, je sais pas, vous arrivez à pas dormir avec votre téléphone, moi, c'est bon, le mettre dans une autre pièce. Voilà. Moi, je suis vraiment en train de me dire que je devrais faire comme pour ma fille, couper mon téléphone 1 heure avant d'aller me coucher parce que je mesure pas à quel point ça influe sur mon sommeil. Donc, en tout cas, il faut pas que tu te mettes sur ton téléphone une fois que t'es couché. Ah, ça je fais pas. Ça vraiment pas. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est plus facile à mettre en place pour des enfants pour qui c'est neuf. Pour nous, on est déjà un peu fichus et honnêtement, je pense qu'on a beaucoup de générations qui sont assez sacrifiées. On est des générations sacrifiées, au secours. Agnès, on arrive à l'issue, au terme plutôt de cet épisode. Juste puisqu'on vient de changer de gouvernement, demain, toi, quelqu'un du collectif est appelé, reçoit un petit coup de fil parce que le gouvernement change encore pour aller à l'éducation nationale. C'est quoi la toute première mesure pour qu'on puisse résumer en un seul mot vos intentions et vos recommandations? C'est quoi la toute première mesure pour aller dans le sens de ce que tu nous dis depuis tout à l'heure? C'est la mesure de la tribune de septembre, c'est le droit des élèves à la déconnexion, c'est-à-dire imposer à l'école de donner des devoirs à faire qui n'ont pas de recours aux écrans. Donc paramétrer les ENT, les bloquer, donc voir avec les éditeurs de manuels scolaires pour que les manuels numériques soient seulement un complément aux manuels papier qui restent à la maison. C'est communiquer avec les familles et sensibiliser les enfants à la question des écrans via l'école. J'adore, je vote pour toi. Merci Agnès. Merci beaucoup de m'avoir invité. On vous invite d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, à réécouter notre épisode ou à écouter tout simplement notre épisode avec Serge Tisseron, on l'a évoqué tout à l'heure. Cyberpsychologie, notre identité en question. C'était en avril 2023 déjà, c'est la saison 2, épisode 8. Merci pour cet échange Agnès. Je rappelle aussi beaucoup, Agnès. Les assises du numérique à l'école qui se sont tenues le 12 octobre 2024 dernier et dont on peut retrouver les éléments de synthèse notamment en vidéo sur votre site, sur le site du collectif Éducation Numérique Raisonnée, éducation-numérique-raisonnée puisque maintenant il faut le préciser, .com, et que l'on peut retrouver, on peut te retrouver et te suivre sur LinkedIn. Mais vous qui nous écoutez, restez encore quelques instants, c'est l'heure du débrief. Merci Agnès, au revoir. Agnès. Merci, au revoir. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Moi je vais faire un truc là, cet épisode, je vais le faire écouter à ma fille en rentrant. 15 ans, on en l'a évoqué plusieurs fois, coucou Kezia, je lui redis. Et tu peux le faire écouter aussi à ta mère parce que ça fait la deuxième fois que tu nous parles des coups de téléphone. Ah ouais. Oui, c'est vrai, ça lui rappellera de bons souvenirs. Elle veut mener des actions de sensibilisation, on lui a tendu notre micro pour ces actions de sensibilisation, on voit que c'est quand même le cœur du sujet. Elle l'a dit et redit, la loi certes, mais elle passera pas comme ça, donc il faut vraiment que ce soit... On peut revenir juste 5 minutes sur le droit à la déconnexion. Ah oui, vas-y. Mais franchement, je trouve ça assez hallucinant de voir qu'une loi est passée pour tous les travailleurs français comme un droit fondamental de avoir le droit à la déconnexion, sauf pour nos élèves. Non mais c'est pas la signification quand même, Thibaut. Quand même un petit peu, je suis désolé. Le droit à la déconnexion en entreprise, tu es censé avoir le droit de ne pas consulter tes mails le week-end, etc. On a vu que les profs sur les ENR, c'est ça, balancent les cours ou les notes ou les devoirs, etc. Les week-ends. Donc il y a un vrai problème. Il y a un vrai enjeu là-dessus. Qu'est-ce qui nous fait comme signal
ENT, sur les ENT. Oui. Ben oui, le ENR, c'est énergie renouvelable. Oui, c'est vrai. N'importe quoi. C'est l'éducation numérique raisonnée aussi. Oui, alors, donc, c'est d'abord la sensibilisation, et on est ravis d'avoir tendu le micro à Agnès et à son collectif ENR, Éducation numérique raisonnée, qui s'est lancé justement cette année, donc super. En revanche, je me demande si finalement, la vie, on sait que le temps de la loi ne va pas aussi vite que le temps de la techno. Oui. Peut-être que finalement, les plateformes vont devancer tout ça, parce que moi, je vous rappelle quand même que Instagram a frappé fort là avec son annonce cette semaine, au moment où on enregistre, de vouloir créer des comptes ados qui seront appliqués automatiquement au moins de 16 ans, avec tout un tas de restrictions et beaucoup plus de droits qui seront ouverts aux parents. Donc quelque part, on peut se demander si finalement la sensibilisation du grand public à ces sujets n'a pas porté ses fruits, parce que le politique s'est quand même un peu déjà emparé du sujet. Ils font pression contre les plateformes. On voit encore la notion du pharmacone, on voit encore la notion de la Silicon Valley qui veut tout résoudre. Donc elle a créé le problème et puis elle dit c'est nous qui allons le résoudre. À mon avis, quelque chose me dit en écoutant beaucoup Agnès que c'est bien. Hein. Je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. Attention, évidemment que c'est bien qu'Instagram. Bien sûr. On veut démarrer, mais il va falloir que ça aille quand même sacrément plus loin. Hein. Elle dit quand même interdiction des téléphones avant 15 ans. Hein. C'est pour ça qu'il milite. Donc il y a quand même des choses très mais concrètes. De toi à moi, interdiction du téléphone avant 15 ans, ça n'arrivera jamais. C'est pas possible. J'entends l'intention. Et donc du coup, pour moi, ça participe. Et c'est déjà très bien. Ça participe d'une communication globale qui va sensibiliser l'opinion publique, mais tu n'arriveras jamais à interdire la vente d'un smartphone avant 15 ans, et de toute façon, ils récupéreront ceux des parents, et c'est la même pour les opérateurs de téléphonie mobile pour avoir un forfait. Donc, ça fait partie du package, c'est bien, ça va infuser dans la société, et à la fin, on aura des plateformes qui seront, et des vendeurs de téléphones, etc., qui seront régulés d'une certaine manière. Donc, on en revient toujours à la même chose. Information, sensibilisation d'un côté, et à un moment donné, un cadre légal qui vient réguler le truc. Mais bon, Alors Agnès, elle nous a donné quelques belles expressions que moi j'ai envie de retenir quand même. Elle a parlé du temps volé par le numérique. C'est tellement juste. Je pensais à tous ces moments où tu es en train de chiller là, en mode zombie, à scroller, à faire du doom scrolling. Là, c'est du pur temps volé. Tu te souviens même pas de ce que tu as pu voir en moment de doom scrolling. Je te croyais anti-anglicisme. Toi. Ah ouais, tiens. Et là, tu viens nous balancer une phrase. Mais t'as pas un mot de français. Au moment où on chill, etc. Mais ce temps volé, c'est aussi l'argument du Premier ministre australien que je citais tout à l'heure. Il dit, nous voulons que nos enfants socialisent, aillent faire du sport, jouent au tennis. Et là, en plus, en Australie, c'est quand même la culture du sport et du corps. Bon, voilà, ce temps volé, c'est une évidence, encore une fois. Mais il va falloir aussi que les adultes montrent le bon exemple, parce que si tu demandes à tes enfants de lâcher le téléphone et que toi, tu es sur ton smartphone pendant qu'ils sont en train de te parler de leur journée, c'est pas gagné. C'est pas top. Ce qui est sûr, c'est qu'avec French Tech, c'est pas du temps perdu. French Tech. Et voilà, nous venons de passer plus ou moins 60 minutes ensemble pour exercer notre esprit critique sur l'impact du numérique sur nos enfants, qui sont aussi parfois vos élèves, vous qui nous écoutez. On espère que cet épisode avec Agnès Fabre vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Et si tout ça fait sens pour vous, eh bien n'hésitez pas, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, levez un pouce sur YouTube, ou encore mieux, partagez cet épisode à votre entourage. Et puis tiens, j'ai envie de vous laisser méditer sur cette phrase de Montaigne. L'élève n'est pas un vase que l'on remplit, mais un feu qu'on allume. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à celles et ceux qui ont su, dans ma vie, allumer ce feu en moi, à l'école, comme après, et j'ai beaucoup appris avec toi, Christophe, je l'oublierai pas. French Tech, esprit critique pour tech éthique.